Moi, je l'ai la mienne alors. Io benvenuto, buongiorno e benvenuto a tutti. Questa è la terza conferenza che noi facciamo sul tema delle pensioni, però è la terza e la prima che facciamo quest'anno con Carlos Pereira. Ed è una cosa importante. La prima volta che abbiamo fatto la prima conferenza l'abbiamo fatta con Marco Franchetti per quanto riguarda la pensione in Italia, poi abbiamo fatto un tour per quanto riguarda l'Unione Europea con Eleonora Medda e oggi abbiamo l'onore di fare un percorso completo per quanto riguarda la pensione di Lussemburgo con Carlos Pereira. Allora, vi devo dire che questa videoconferenza in questo momento qua è in diretta Facebook sulla pagina di Passaparola e del PD di Lussemburgo. La diretta Facebook continuerà giusto fino al dibattito. Il dibattito col dibattito termina la diretta, anche per una questione di privacy. Allora, io credo che ci siano qualche regola che mi aiutate a rendere questa riunione importante. Intanto tutti dovrete... aspetta, così. Franco, puoi chiudere la video se puoi. Qualche regola. Voi sapete che nel passato siamo stati vittime di Zoom booming e abbiamo dovuto attivare delle regole di protezione, delle norme protettive. Allora, è importante che durante la conferenza tutti abbiano i microfoni spenti e la camera e la videocamera spenta. Ognuno di noi può porre delle domande sulla chat che trovate in basso sullo schermo, sulla chat discussione. Alla fine della discussione, Carlos, in funzione del tempo disponibile, risponderà alle domande. Chiaramente non saranno delle domande per diciamo individuali, molto individuali, ma saranno delle domande generiche. Allora, il mio problema è presentare Carlos. Carlos non è facile da presentare. Intanto è membro del bureau esecutivo dello GBL, ma è anche responsabile del dipartimento delle pensioni del sindacato. È il summit, il top, fra le persone che conoscono di più l'attività sindacale e le pensioni a Lussemburgo. Non è un segreto per nessuno, se voi andate su internet e scrivete pensioni o sindacato, Google ci dà 100 pagine minimo dove Carlos e OGBL sono insieme. Con lui, e questo è un onore, io lo ringrazio già da adesso, merci Carlos, noi faremo un tour sulla pensione di Lussemburgo. Impareremo quello che possiamo imparare. Il tema pensioni è ostico, è difficile. Capisco la difficoltà per il relatore e anche per i partecipanti di ascoltare tutto questo. Allora, il ciclo delle videoconferenze aveva come scopo di mettere insieme i bisogni della nostra comunità e gli organismi che possono dare delle soluzioni. È comunque stato un ciclo, e il ciclo è un esempio di questo, ed è stato un esempio che è stato ben apprezzato. Per questo che io devo dire grazie mille a tutti quelli che hanno contribuito a rendere questa iniziativa possibile. Innanzitutto voglio ringraziare Carlo Onorato, segretario del Partito Democratico di Lussemburgo, perché è stato lui che ha avuto l'idea. Devo ringraziare, ma lo faccio con cuore, Paola Cairo, perché senza il suo entusiasmo frizzante noi non saremmo qua. Ma devo ringraziare anche i compagni della comunità italiana all'estero, perché sono loro con cui io mi sono messo a lavorare. E soprattutto devo ringraziare Licia Cavallaro, che ha fatto un sacco di lavoro, e i tre Luigi con cui io mi sono interfacciato tutte le volte. Voglio ringraziare un grand merci à Carlos, mais je ne veux pas oublier aussi Madame Norma, l'assistante de Carlo, qui a nous beaucoup aidé pour cette soirée. Alors, c'est terminé, je laisse la parole à Carlo, et Carlo, il ne peut pas montrer les diapos, il doit dire moi suivant. Et Carlo, c'est à toi. Grazie mille. C'est presque l'unique phrase que je sais vraiment en italien. M'excusez, mon italien, il n'est sûrement pas bon pour tenir une conférence sur l'assurance pension. Mon ami il vient de dire, il a parlé de mon assistante, la Norma Gaspari. J'ai dû
assistantes, dont 2 italiennes en plus. Une est Gaspari Norma et j'ai Emmanuel Egisti qui travaille avec moi en très, très forte collaboration. Je crois que je ne pourrais pas faire le métier que je fais aujourd'hui grâce, si je ne les aurais pas autour de moi. En plus, j'ai encore une juridique, une assistante juridique qui m'aide beaucoup, qui est en soit une luxembourgeoise. C'est l'unique luxembourgeoise que j'ai dans le staff. Bon, d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente tout simplement. Mon nom, il est Carlos Pera, comme mon ami avant. Je suis donc membre du bureau exécutif. Bureau exécutif à l'OGBL, ça veut dire de la direction de l'OGBL. Ça fait entre-temps 32 années que je travaille pour l'OGBL, mais ça ne fait pas tellement longtemps que je m'occupe de tout ce qui est la sécurité sociale, à commencer avec la Caisse nationale de santé, où je suis membre du conseil d'administration, où je suis également vice-président, et au niveau de l'assurance pension, où je suis membre du conseil d'administration et de la Caisse nationale d'assurance pension, mais également je suis membre du conseil d'administration de le fonds de compensation, comme peut-être on va le voir pendant la conférence, ce que c'est le fonds de compensation. Ben, le fonds de compensation, on peut dire en 3 paroles, c'est très simple, c'est le fonds plein d'argent, respectivement un fonds qui garantit le futur des pensions. Au Luxembourg, on est actuellement près, on a dépassé les 20 milliards d'euros de réserves au niveau des caisses de pension, donc qui correspond à peu près même vraiment rang, qui correspond à presque 5 fois ou 4 fois et demi la dépense annuelle des caisses de pension. C'est-à-dire, si demain, au Luxembourg, il n'y a personne qui ne peut plus payer les cotisations pour la caisse de pension, on a une réserve de quoi à 4,5 fois le paiement annuel. Donc, on pourrait encore tenir pendant 4 années sans avoir de cotisations au niveau des assurances pensions. Si je prends mon pays d'origine, d'où moi je viens, ben, eux, ils ont une réserve de 2 semaines, si je ne me trompe pas. La France, qui normalement a une plus grande gueule dans cette histoire-là, la France, elle a pour 3 mois et les Allemands, je crois qu'ils ont pour 6 mois. Donc, seulement pour vous démontrer la différence entre les uns et les autres. Tu changes de slide. Permettez-moi, au début, on m'a demandé que je le fasse, seulement pour présenter très vite, mais vraiment très vite, l'OGBL. Donc, l'OGBL actuellement, c'est un peu comme en Italie, la CIGE, un peu. Respectivement, vous avez encore une autre organisation, à peu près la même chose. Nous, on a 72 000 membres actuellement. On a 1972 délégués effectifs, c'est-à-dire c'est des gens, des militants de l'OGBL qui sont élus effectivement dans les délégations des entreprises. Donc, ce qui veut dire ces gens-là représentent l'OGBL dans l'entreprise. De l'autre côté, on a 35 sièges des 60, donc une majorité absolue. Au niveau de la Chambre des salariés, c'est quelque chose que je crois que vous, en Italie, vous ne connaissez pas. Vous retrouvez des chambres des salariés encore en Autriche, en Allemagne, et pour le reste, je crois que ça, on ne connaît pas. Donc, la Chambre des salariés est la chambre qui émet les avis par rapport au projet de loi au niveau de Luxembourg, que ce soit des projets de loi sociale, des projets de droit du travail, projets de droit social, etc. Et donc, chaque 5 années, il y a une élection au Luxembourg. C'est les élections sociales. C'était les premières élections sociales au Luxembourg. Et les plus anciens d'Italiens qui sont en train d'écouter peuvent se rappeler de cette problématique que dans le temps on a combattu, qu'on a dit que l'étranger, il devrait avoir le droit de vote. Et donc, le premier droit de vote qu'ils ont obtenu au Luxembourg, c'était le droit de vote pour les chambres du travail. Dans le temps, on l'appelait la chambre du travail et la chambre des employés privés. Et après, en 2009, on a fait la fusion entre la chambre du travail et la chambre des employés privés pour devenir la chambre des salariés. Pourquoi? Parce qu'au Luxembourg, on a dit on arrête de faire le statut, la différence entre un bon langage français et de dire entre le col blanc et le col
bleu. Donc, de ce fait, on a créé la Chambre des salariés. Mis à part la création de la Caisse nationale d'assurance pension, et la même chose, c'est la fusion de la caisse de pension des ouvriers et la caisse de pension des employés, respectivement même la caisse de pension des employés, des indépendants, pardon. Toute cette fusion a créé en 2009, a créé en fait la CNAP que vous connaissez aujourd'hui. En luxembourgeois, ça veut dire un bouton, mais ce n'est pas le cas. C'est moi pour rigoler. C'est la Caisse nationale d'assurance pension au Luxembourg. Donc, on ne fait plus de différence entre les uns et les autres. Donc, le GBL, il a 15 syndicats professionnels. De l'autre côté, il fait des négociations au niveau des entreprises pour améliorer les conditions de travail au niveau de l'entreprise. Et donc, grâce aux résultats de 2019, le GBL est de nouveau à encore augmenter sa représentation au niveau des organes. À base de ces résultats que donc, où vous recevez une fois chaque 5 années un bulletin de vote, où vous devez voter, et n'oubliez pas de voter la liste de l'OGBL, où à base de ces résultats-là, on aura plus de représentants au sein d'un conseil d'administration de la Caisse nationale de santé. Je peux vous dire que devenir représentant de la Caisse nationale de santé, ce n'est pas nécessairement un cadeau, parce que ça veut dire que c'est 24 heures ou même plus de travail à l'avance d'une conseil d'administration pour pouvoir vraiment sauvegarder les droits des salariés et des pensionnés au Luxembourg. Et en même temps, à base de ces résultats, on nomme les représentants au sein de la Caisse nationale d'assurance pension, au sein du fonds de compensation que je vous en ai parlé avant. C'est le fonds qui possède beaucoup d'infrastructures, d'immobilier. Ce sont ceux qui, pour ceux qui connaissent Luxembourg, qui sont en train de construire vis-à-vis de la gare à Luxembourgville, la nouvelle cité de la sécurité sociale. Vous voyez un grand trou quand vous passez sur la rue d'Ollerich, qui va appartenir à la sécurité sociale, encore une fois. Donc, et après, le centre commun de la sécurité sociale, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans l'Oresca par hasard qui nous écoutent. Ben, le centre commun, il a décidé qu'on ne touche pas aux propriétaires de l'Oresca pendant cette pandémie jusqu'à fin juin. Et c'est grâce à l'intervention de mon syndicat qu'on a obtenu ça, qu'on protège tous les gens, tous les propriétaires, tous les patrons du secteur Oresca, qu'on ne fait pas des recouvrements forcés. Je peux vous dire, on parle entre-temps de millions qui nous doivent, mais néanmoins, on a dit on ne fait pas de recouvrement forcé. En plus, on va nommer les représentants au sein des juridictions sociales. C'est quoi? C'est le conseil arbitral, le conseil supérieur. Donc, celui-là qui va décider quand le contrôle médical il décide que vous êtes apte au travail et que vous n'êtes pas d'accord, ben, vous allez au tribunal, à la juridiction sociale. En même temps, on va aussi également élire les personnes qui rentrent aux juridictions du travail. Donc, tout ce qui a à voir avec le droit du travail, en France, on le nomme le prud'homme, au Luxembourg, on le nomme d'une autre façon, donc les juridictions de travail. Bon, commission supérieure des maladies professionnelles, je vous épargne. Comité et commission dans le domaine de la formation également, mais c'est grâce à ce résultat. Plus de votes, l'OGBL est là, plus de représentants il peut envoyer, plus de ce fait qu'il peut envoyer plus de représentants, plus de pouvoir on aura au sein de toutes ces commissions que je viens de dire juste avant. Tu peux tourner? Bon, les objectifs de l'OGBL, c'est simple, hein? C'est la chance égale pour tous et pour toutes, c'est la garantie d'existence de l'enfant et de l'adolescent, parce qu'on a toujours dit, on s'engage également pour les jeunes enfants qui viennent au monde, respectivement les adolescents. Donc, vous voyez souvent que l'OGBL il intervient au niveau des allocations familiales, il intervient au niveau des primes qu'on a droit avant l'accouchement, après l'accouchement, pendant l'accouchement. Donc, tout ça, c'est du travail qui a été fait pendant beaucoup d'années de mes prédécesseurs et où on continue aujourd'hui, où on est, par exemple, au niveau des allocs, en train de dire, mais les gens, ils ont perdu 12 à 15% au niveau des allocations familiales au Luxembourg et on veut la compensation en outre. L'amélioration des conditions de vie et de travail,
c'est quelque chose que vous connaissez sûrement au niveau des Italiens, des syndicats italiens, c'est la même phrase, juste répartition du produit social. C'est pour ça que on a eu un culot là. Maintenant, on l'a décidé il y a une semaine. L'OGBL va organiser le 1er mai dans la rue de nouveau. Ce 1er mai, il aura lieu dans la rue. Pourquoi? Pour démontrer notre force vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis du gouvernement, en leur disant l'OGBL n'est pas d'accord que les salariés au Luxembourg et les pensionnés payent pour la crise qu'on a eue, comme en 2009, et ils ne sont pas d'accord que ce soit eux à payer cette crise qu'on a eue. Donc, s'il y a des gens qui sont en train de nous écouter, ils ont envie de venir, mais qui viennent le 1er mai à 10h à la place du Brûle, place de la Résistance, à Esch-sur-Alzette. Venez avec nous, on va démontrer, on va faire une manifestation naturellement en respectant les règles de la pandémie, mais on va quand même démontrer au gouvernement et au patronat que ce n'est pas à nous de payer les pots cassés de ce qui s'est arrivé pendant cette année et demie presque. Et naturellement, d'autres objectifs, non, tu peux rester, retourne. D'autres objectifs de l'OGBL est sûrement celui-là de garantir le niveau de le coût de vie pendant la période active et pendant l'âge de retraite, et naturellement la promotion du bien-être général de la famille. Ce qu'on veut dire avec ça, c'est très simple. On constate même maintenant, pendant la pandémie encore beaucoup plus grave, on constate que pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychosociaux, etc. Et donc, de ce fait, il est très important de leur promouvoir le bien-être et naturellement l'émancipation intellectuelle et culturelle des travailleurs et de leurs familles, ainsi que la promotion, pour qu'on s'engage aussi pour l'environnement et on s'engage pour une politique active dans la paix sociale au Luxembourg. Tu continues? L'OGBL est un syndicat indépendant. Souvent, on nous dit, vous êtes de la gauche. Non, on n'est pas de la gauche. On n'est pas de la gauche, on n'est pas de la droite, on n'est pas du centre. On a notre propre politique et c'est ce qu'on a toujours défendu. Et je me rappelle, s'il y a encore des anciens qui sont en train de nous écouter, qui se rappellent très bien de John Castagnaro. John et moi, dans le temps, on s'est toujours engagé en disant on reste indépendant. On ne dépend pas d'un parti politique. Naturellement, on a une approche sociale. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Et on ne s'est jamais intéressé à la religion, on ne s'intéresse pas à l'idéologie et on ne s'est jamais intéressé à la dépendance d'un parti politique quelconque. C'est pour ça que nous, on n'avait jamais eu de problème avec nos amis italiens d'organiser la festa dell'Unità, respectivement, d'organiser d'autres activités, que ce soit un parti ou que ce soit l'autre. L'unique chose qu'on n'a jamais acceptée, c'était des partis d'extrême droite ou extrême gauche qui voulaient seulement défendre une idéologie. Tu continues? Là, je ne vais pas expliquer. Ça, c'est toutes nos prestations. Non, retourne. Ça, c'est toutes nos prestations de l'OGBL qu'on donne à nos membres. Je voulais seulement prendre 2, 3. Une, l'assistance juridique gratuite en matière de droit social ainsi qu'au droit du travail. L'OGBL, il a investi l'année passée 1,2 million d'euros seulement pour la mise en place des avocats pour défendre nos membres au niveau du droit du travail. Plus, on a 2 personnes, des juristes anciens avocats, qui font la défense devant le droit social. Donc, vous comprenez très vite que 1,2 million d'euros par année, il faut beaucoup de membres pour pouvoir financer tout ce bazar-là. Et une troisième que je veux retirer, c'est effectivement l'établissement gratuit pour nos membres de la déclaration d'impôt. Vous allez chez quelqu'un qui fait les déclarations d'impôt, ben vous savez à peu près le prix que vous allez payer chez eux. Chez nous, vous payez la cotisation mensuelle et vous avez les déclarations d'impôt gratos ou combinées dans le prix pour qu'il soit établi et qu'il ne soit pas établi de telle façon qu'à la fin, vous aurez
des problèmes parce qu'elle n'est pas bien remplie. Pour le reste, j'avais demandé à mon ami, s'il le faut, on vous transmettra les slides que vous avez vus. Voilà, on rentre tout de suite dans notre thème, dans le thème des pensions. Et je croyais que ce qui était assez important quand même, je ne vais pas en rentrer dans Bismarck, parce que Bismarck, c'était un chancelier allemand qui a lancé la première fois et qu'ils appelaient dans le temps la loi socialiste. Dans le temps, je vous parle dans les années 1800, ce qui était complètement taré. Ils l'ont lancé à la fin pour calmer le peuple, parce que le peuple en avait ras-le-bol de payer tout le temps les pots cassés. Donc, là, vous avez des dates assez importantes, à commencer en 1901, avec la création de l'assurance maladie des ouvriers. Et tu peux tourner parce que toutes les dates, je ne vais pas les citer. Voilà. Non, avant. Donc, on va jusqu'à 2004, qui est la création des fonds de compensation du régime général des pensions, qui est assez important. C'est donc ce fonds-là qui gère actuellement presque 21-22 milliards d'euros de vos pensions. Ce n'est pas l'argent de l'État, non. C'est l'argent de vos cotisations qui sont gérées là-dedans. On les investit dans des actions, on les investit dans l'immeuble, on les investit au niveau des bourses, on investit dans des enveloppes, etc. C'était aussi ce fonds-là qui était à un moment un scandale parce qu'il avait investi dans les bombes à soumission. Aujourd'hui, on est toujours dans le scandale parce qu'il investit toujours dans l'énergie nucléaire. Respectivement, il investit dans l'énergie qui vient du sol. Mais on essaye d'éviter tout ce truc-là en mettant des mesures en place qui vérifient où on va investir, etc., où on a mis qu'il n'est pas possible que nous, on investisse dans le travail d'enfants. On est contre où les femmes deviennent des esclaves, etc. Donc là, on n'investit non plus. Respectivement, on essaye de respecter le droit de l'homme dans toute cette discussion. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident. Une autre étape qui est assez importante quand même, qui n'a rien à voir avec les pensions, c'est en 1998, qui est le troisième pays qui a créé ça, parce qu'entre-temps, même en Italie, on n'a pas réussi de le faire. C'est la création de l'assurance dépendance. Pour ceux qui habitent au Luxembourg, c'est très simple. C'est ce que vous voyez souvent sur les routes, Help to Him, Help et autres qui vont traiter des gens qui ont un certain âge à domicile et qui ne peuvent plus subvenir à leurs propres besoins. Et donc, à travers cette assurance dépendance, on finance tout ce secteur-là. Mais c'est peut-être une fois un thème pour une autre fois dans le futur. Autre date importante, tu continues, c'est les dates, et vu que vous aurez les slides, soit vous aurez les vidéos ce soir, c'est les dates des changements de loi. Et comme vous voyez, en 63 déjà, on a essayé de coordonner, ou faire une coordination nationale des régimes de pension. Il faut savoir que dans le temps avant, et ça vient un peu dans l'histoire des mutualités. Dans le temps, les mineurs, ils en avaient ras-le-bol de voir que leur collègue qui est décédé dans la mine et la femme qui se retrouvait seule, sans revenus, sans rien. Et donc, ils étaient très contents de la création d'un style de mutuelle que vous connaissez encore aujourd'hui, où on paye des caisses de décès, etc. Et ces mutuelles, donc, ils ont versé tous quelques argent là-dedans pour financer, par exemple, lorsque leur collègue est décédé, pour financer cette famille en question. Donc, une des trois principales créations, enfin, de régime de pension. Et je vais vous épargner tout le bazar, mais je vous laisse lire ça en tranquillité. En 64, qui est la mise en place de l'ajustement des pensions, une étape assez importante pour les pensions, c'est-à-dire les pensions au Luxembourg. C'est pour ça que parfois vous entendez, oui, la pension, elle va être augmentée. Et beaucoup de gens que je rencontre, des vieux Italiens, si je peux les appeler comme ça, ouais, mais ça, c'est l'index. Non, ce n'est pas l'index. Ça, on appelle l'ajustement. L'ajustement n'est rien d'autre. Moi, je l'appelle autrement. Je l'appelle la convention collective des pensionnés. Vous allez me dire, mais il est taré, le mec.
Non, c'est en fait l'adaptation des pensions par rapport à l'évolution des salaires. C'est-à-dire que nos secrétaires de l'OGBL qui négocient les conventions collectives dans les entreprises, plus ils négocient, plus ils augmentent le salaire, plus les pensionnés ils vont avoir un ajustement tous les années pour adapter leur pension par rapport à l'évolution des salaires. C'est pour ça que nous, on dit toujours on a besoin de l'aide de nos pensionnés pour nous aider à pouvoir continuer à augmenter les salaires dans le secteur actif. Après, vous voyez la création de la possibilité d'achat rétroactif, permettez-moi de France, c'est de la plus grande connerie qu'on a fait au Luxembourg, surtout par rapport aux femmes. Il ne fallait pas le faire en 69. C'était dans le temps où on a décidé et dire, bah oui, la femme, elle est tombée amoureuse d'un homme. Avec le résultat, elle était aveugle et l'homme aussi. Et alors, on a dit, ben, en 69, ben, madame, tu restes à la maison, tu vas t'occuper des enfants. Allez, hop, on va se faire racheter toutes les cotisations au niveau de la pension. Et avec cet argent-là, on va acheter une maison. Résultat, c'est qu'après 20 ans, l'amour, il n'est pas aussi rose qu'au début. Avec le résultat que souvent, il y a eu des divorces. Et la femme, elle a perdu 20 années de sa carrière, surtout les femmes dans le temps. Ce n'était pas les hommes. Aujourd'hui, c'est aussi les hommes. Mais dans le temps, c'était surtout les femmes. Et donc, les femmes, elles se retrouvaient après avec un trou dans leur carrière qui est énorme et que moi, personnellement, encore aujourd'hui, je m'essaie de défendre contre cette situation parce que je la trouve assez dégueulasse. Entre-temps, cette loi-là a été abolie dans les années 90, mais on rencontre encore beaucoup de femmes qui ont une trou de carrière parce qu'ils ont racheté pour acheter la maison et après la maison, lors du divorce, est divisée par deux, ben, elles ont tout perdu au niveau des pensions. Elles se retrouvent au RMG, donc au revenu minimum garanti. Une autre truc qui est quand même assez important, et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, j'aurai des questions là-dessus, qui est les babies. Les babies, c'est une chose qu'on a mis en place en 2002. Et après, on a modifié, parce qu'avant 88, les femmes qui ont eu des enfants avant 88 n'avaient pas droit au BBS. Et en 2002, on a modifié ça pour que toutes les femmes aient droit au BBS. Je dis pour, surtout les femmes, même que c'est les hommes. Mais je crois que je n'ai pas besoin de vous dire qu'avant 88, on parlait surtout la femme qui restait à la maison. Et je ne suis pas sexiste, pas que quelqu'un me reproche ça, bien au contraire. Et donc, on a mis ça en place. Que ça veut dire quoi? Mais pendant 2 ans, à partir de naissance de l'enfant au Luxembourg, et qu'on a cotisé une année avant, j'ai arrêté ma carrière, ou j'ai réduit mon temps de travail, ou j'ai réduit mon salaire, ben, les BBS pendant 2 années, 24 mois, vont me compenser les cotisations sur la moyenne des 5 meilleures années rétroactifs en arrière. Et après 2012, la plus grosse saloperie, et s'il aurait maintenant mon ami ancien ministre de la Sécurité sociale, Marti Bartolomeo, non, il dit toujours qu'il est italien, mais à la fin, je ne suis pas sûr. Parce qu'il serait un vrai italien, il aurait un peu les veines sociales, mais là, il n'a pas eu la veine sociale. Donc, la réforme que vous verrez après, ce que ça va nous rapporter, c'est très simple. Vos enfants, en 2050, ben, ils auront en moyenne entre 10 à 15% moins de pension qu'aujourd'hui. Mais on va le voir. Donc ça, je vous laisse pour lire. Ça, c'est bien pour le know, pour le savoir. Quand on a commencé en 1911, donc ça fait maintenant 110 ans, qu'on a créé la première caisse de pension et qu'en 2009, on a créé le statut unique, donc ce que je vous ai dit avant. Tu continues? Voilà. Comment est-ce qu'on finance les caisses de pension? Simple. 8% les salariés, 8% l'État et 8% les employeurs. L'État, si Laurie Juncker, qui serait maintenant en train de tenir la conférence, ils allaient vous dire, mais la richesse des 20 milliards ou 22 milliards qu'on a, c'est grâce au gouvernement, parce que nous, on paye 8%. Faux. Il faut savoir jusqu'en 1984, et vous allez voir que cette date est assez importante, dans le temps, les caisses de pension ont laissé tomber les dettes de l'État par rapport
aux caisses de pension. Et seulement en 84, l'État il a commencé à payer 8%. Donc, la richesse est des employeurs, la richesse est des assureurs, des assurés, mais elle n'est sûrement pas du gouvernement. Donc, ce 24%, c'est le taux que actuellement la caisse de pension recrute à travers chaque salarié. Et les 24%, actuellement, on a besoin, mis à part, j'exclus maintenant la pandémie, on est à 21,9, donc on fait à peu près 2,1% de bénéfices par année pour la caisse de pension. Mais entre-temps, on est très près des 24. C'est dû au fait parce que beaucoup d'employeurs ne payent pas les cotes parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais normalement, on aurait été à 21,9, donc il fait quand même un bénéfice. À savoir que les 24%, si on va le dépasser les 24% par rapport aux pensions qu'on doit payer, tous les pensionnés aujourd'hui qui reçoivent avant Noël, c'est comment j'appelle l'allocation des petits-enfants, c'est ce que les pensionnés, il y a d'autres qui l'appellent le 13e mois des pensionnés. Vous allez me dire si 600, 700 ou 800 euros, c'est un 13e mois. Moi, je ne peux pas commencer comme ça. Mais cet argent-là, il risque de le perdre si demain, on va dépasser les 24% et la Chambre des salariés, grâce à diverses personnes qui ont travaillé là-dessus en outre-moi, où on a fait un projet de loi, pour ceux qui ont envie, peuvent aller sur la Chambre des salariés, donc csl.lu, et verront un projet de loi qu'ils ont proposé pour dire que cette prime de fin d'année soit inclue dans les pensions, moins seulement pour non plus en discuter dans le contexte de la loi de 2012, donc la réforme des pensions. Tu continues? Voilà. Rentrons dans l'autre sujet. Je vous dis tout de suite, aujourd'hui, vous ne sortirez pas de cette visioconférence et vous pouvez calculer des pensions. Mais ce qui est important de savoir au niveau des périodes d'assurance pour avoir droit à une pension, il y a des périodes qui sont prises en considération pour la détermination du droit à la pension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des périodes qui sont mises en compte seulement pour vous ouvrir le droit à la pension. Respectivement, c'est aussi des périodes qui peuvent être prises en considération pour le calcul de la pension. Mais il y a des périodes qui sont seulement pour l'ouverture du droit. Il y a d'autres périodes qui sont pour l'ouverture du droit, plus pour le calcul de pension. Tu continues? Voilà. Les périodes d'assurance, on a 3 types. Une s'appelle l'assurance obligatoire, l'autre période complémentaire, et l'autre, elle s'appelle période d'assurance volontaire. On va voir après, on va voir maintenant les 3 périodes. Continue. Donc, les périodes d'assurance obligatoire, je ne vais pas maintenant rentrer dans tous. Celles qui sont les plus importantes sont celles que j'ai en effet cotisées. J'ai travaillé, j'ai cotisé, ça sont des périodes d'assurance obligatoire. Vous allez me dire, mais pourquoi il m'énerve là avec les périodes d'assurance obligatoire, complémentaires, volontaires? Mais là, ça fait un changement par rapport au droit d'aller en pension. Donc, les périodes que j'ai vraiment travaillé, ça sont des périodes obligatoires. Respectivement, toutes les périodes quand j'ai fait d'un apprentissage, où j'ai reçu une indemnité d'apprentissage après l'âge de 15 ans surtout, ça c'est des périodes obligatoires. Une chose que beaucoup de gens ne savent pas, je vous épargne tout le reste, c'est les périodes d'éducation d'enfants au Luxembourg, donc le boom actuellement où tout le monde me pose 1000 questions, les baby years. Baby years, c'est des périodes d'assurance obligatoire parce qu'il y a aussi des années d'éducation qui n'ont rien à voir avec les baby years, mais qui sont aussi mis en compte, mais pas pour les périodes d'assurance obligatoire, mais pour les périodes d'assurance complémentaire. Tu continues? Voilà, vous avez encore d'autres, les gens qui se sont consacrés pour aider une personne qui était mal au point au niveau de l'assurance dépendance. Aussi, ces périodes sont reconnues comme des assurances obligatoires et surtout, les périodes du congé correspondant au congé parental sont aussi des périodes obligatoires dans la nouvelle
loi concernant le congé parental. Tu continues? Ouais. Continue encore une fois. De toute façon, d'après mon ami, vous aurez de toute façon les slides que je suis en train de vous présenter. Si après il y aura encore des questions, n'hésitez pas. Sinon, on pourra refaire encore une visio où vous pouvez me poser mille une questions comme vous voulez. Donc maintenant, il y a les périodes complémentaires. Périodes complémentaires, c'est par exemple les périodes d'études entre 18 ans et 27 ans. J'ai vu que mon ami il a reçu des questions correspondant à ça. Je vais y répondre après, mais c'est des périodes complémentaires. Ce n'est pas des périodes obligatoires. Comme également les périodes d'éducation. C'est un complément par rapport au BBS. Donc là, on peut mettre jusqu'à 6 années. Après, je vais vous expliquer où il y aura des questions. Après, je vais vous expliquer comment. Ils peuvent mettre jusqu'à 6 années en compte. Et ces périodes-là, c'est seulement pour l'ouverture du droit. Financièrement, elles rapportent rien. Les périodes complémentaires ne rapportent financièrement que dalle. Mais de l'autre côté, elles peuvent vous ouvrir le droit à la pension et je vais vous montrer quand. Tu continues? Bon, là, vous avez encore d'autres situations, par exemple, les gens qui, à partir du 1er janvier 90 jusqu'à la création de l'assurance dépendance, ont touché l'allocation de soins. Il y en a, je crois, encore une centaine qui les touchent. Après, on a encore les périodes volontaires, donc je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais ce qu'on me pose souvent comme question, c'est l'achat rétroactif que je peux faire. Oui, vous pouvez le faire. Mais c'est seulement en relation. Si vous avez abandonné ou réduit votre activité professionnelle pour raison familiale, c'est-à-dire la personne qui part du Luxembourg parce qu'il va avec la guitare jouer dans les rues de Paris, respectivement à New York, il n'a pas de chance. Ça, ce n'est pas pris en considération, donc je n'aurai pas la possibilité de la racheter. Mais par exemple, une femme qui a arrêté pendant 10 ans, elle veut racheter les 10 ans, oui, elle pourra le racheter. Mais attention, ce n'est pas donné et c'est extrêmement cher. Tu continues? Il y a une question qu'on m'a posée, une ou deux. Je ne sais plus si c'était Paula ou si c'était... je crois que c'était Paula. Qui me dit, ouais, j'ai travaillé 5 années en Italie, j'ai travaillé encore 10 années en France, c'est n'importe. Luxembourg, il a le grand principe, mais ce n'est pas un principe de Luxembourg, c'est un principe de l'Europe, le règlement 883, qui dit le principe de totalisation. C'est-à-dire, le Luxembourg, d'après sa loi, c'est le dernier pays où j'ai travaillé. Donc, Luxembourg, je travaille en dernier pays, j'arrive, par exemple, à 60 ans, et je me dis, je veux ma pension. Donc, je dois démontrer que j'ai les 40 années. Et pour les démontrer, naturellement, je peux prendre les 5 années d'Italie, je peux prendre les 10 années de la France, si j'ai travaillé encore en Allemagne. Tant que c'est au niveau de la communauté européenne, ils sont pris en considération, respectivement, tous les pays qui sont liés avec une convention bilatérale en matière d'assurance pension sont naturellement pris en considération pour le principe de totalisation pour démontrer que j'ai en effet 40 années. Attention, dans cette histoire-là, c'est Luxembourg a une autre loi qui est différentielle, qui ne correspond, par exemple, pas avec l'Italie ou la France. La France, par exemple, qui dit tu peux avoir la première pension seulement à 62 ans. Par contre, au Luxembourg, tu peux déjà l'avoir à 57. Et donc, de ce fait, la partie que tu as payée au Luxembourg, tu as démontré que tu as 40 années, Luxembourg va te payer la partie luxembourgeoise. La partie française l'aura toujours seulement à 62 ans. Tu continues? Donc, c'est quoi les prestations des caisses de pension, la caisse de pension au Luxembourg? L'assurance pension. Continue. Voilà. Et là, on commence à faire la différence. Actuellement, on a 3 types de pensions. Une, qui est la pension de VS. Je vais expliquer ce que c'est. 2, non, retourne. Voilà. 2, c'est la pension de VS anticipée. 3, pension de VS, d'invalidité. Et après, il y a beaucoup de femmes qui me disent, moi, j'ai droit à une pension. Oui, vous avez droit. Mais c'est un droit dérivé. C'est-à-dire si, par exemple, si je parle pour les anciens,
Le mari, il fait à un certain moment le camp et il n'a pas droit à une pension de vieillesse, d'après la loi, ben, la femme n'aura pas droit à une pension de survie du conjoint ou partenaire. Partenaire, ça veut dire Pax, etc. Attention, pour les frontaliers français, le Pax français, ça ne veut pas dire qu'il est d'office reconnu au Luxembourg pour le Pax luxembourgeois. Donc, tous les Pax qu'on a fait en France, s'il vous plaît, faites-les reconnaître par le tribunal luxembourgeois afin de vous éviter une situation assez dure au moment où vous allez demander une pension de survie. Deuxièmement, il y a aussi beaucoup d'hommes qui me disent ah, je me suis divorcé, je me suis maintenant libéré de ma femme. Hein, ils se trompent. La femme restera toujours dans sa carrière. Donc, la pension de survie du conjoint divorcé et ce qui, pour moi, est le plus important dans le droit dérivé, c'est la pension d'orphelin. S'il y a des enfants, le mari qui meurt, l'enfant doit recevoir un certain montant. Tu continues? Encore. Bon, ça, c'est des chiffres. Je vous propose de les lire tout cool, relax à la maison. Tu continues. Voilà, une autre prestation, c'est l'allocation de fin d'année, c'est ce que j'ai parlé avant. Donc, une allocation qui est payée à la fin de l'année, qui correspond à une prime. Qui, après, je vais vous montrer combien elle vaut. Mais c'est une allocation qui a été mise en place en 2001. C'était une allocation qu'on a combattu pour l'avoir, dû au fait qu'on avait toujours dit pourquoi un pensionné n'a pas droit à une prime de fin d'année ou une prime de vacances comme vous les avez dans les entreprises. Et après, une autre prestation qui existe, c'est le remboursement des cotisations. Ça, on va voir tout de suite. Tu continues. Voilà. Pension de vieillesse. Quand est-ce que j'ai droit au Luxembourg? À 65 ans. Tout clair et pas de discussion là-dessus. Et je dois minimum, pour avoir droit à une pension mensuelle, je dois avoir 10 années de période d'assurance obligatoire. Vous voyez maintenant la différence. Période d'assurance obligatoire, période complémentaire, ce que je vous ai expliqué avant, plus assurance volontaire. Et ici, on fait la différence, 10 années de période d'assurance obligatoire ou volontaire. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas cotisé pendant 10 années en total, toute carrière confondue, que je sois en Italie, que je sois au Portugal, que je sois en France, toutes les années que j'ai travaillé doivent me donner 10 années. Si je n'ai pas 10 années, je n'aurai pas droit à la pension de vieillesse au Luxembourg. Tu continues? Deuxième pension, la pension de vieillesse anticipée, c'est un droit pour le salarié. C'est-à-dire, c'est le salarié qui va décider s'il veut ou s'il ne veut pas prendre la pension de vieillesse anticipée. Première pension au Luxembourg, on a commenté pendant longtemps en 2010-2011, c'est la pension à 57 ans. Vous allez me dire, ouais, super, 57 ans, c'est pas moche. Oui, il faut 40 années, mais il faut 40 ans. Il y a quelqu'un qui a enclenché le micro là. Donc, la condition, c'est celle d'avoir 40 années de période d'assurance obligatoire. C'est-à-dire, c'est les périodes où j'ai vraiment payé des cotisations, c'est les BBS, en doute. C'est toutes les conditions d'apprentissage, etc. Ce que je vous ai expliqué tout au début. Donc, les périodes obligatoires, je dois avoir 40 années pour avoir droit à la pension de 57 ans. Si je n'ai pas 40 années, je n'aurai pas le droit à la pension de 57 ans, mais je pourrais peut-être, si j'accomplis la condition de stage de 40 années à 58 ans, j'aurai droit à ma pension de vieillesse anticipée à 58. Si je l'ai à 59, mais ce sera à 59. Donc, de 57 à 60, je dois produire mes 40 années d'assurance obligatoire. Mais à partir de 60 ans, là, on met en confusion la période d'assurance obligatoire, ce qu'on a parlé avant, plus les périodes complémentaires. Par exemple, les années d'études. C'est une chose qu'on me demande souvent. Oui, mes années d'études, est-ce qu'ils sont mis en compte? Oui, ce sont des études réelles entre 18 et 27 ans. Donc là, on peut les mettre en compte. Mais il faut toujours savoir que ces périodes-là, financièrement, pour le calcul de la pension, ne rapportent presque rien.
Et naturellement, on prend en considération toutes les périodes qui sont également effectuées à l'étranger au niveau européen ou dans les pays où on a une convention avec ces pays dans le cadre des pensions. Voilà, tu continues. Les conditions économiques, c'est surtout avec les gens qui gagnent 40 années le salaire social minimum. Ça irait trop loin aujourd'hui pour y aller. Après, pension de vieillesse anticipée, surtout mes amis français, ils ont toujours la tendance de confondre la pension de vieillesse anticipée avec la pré-retraite. Pré-retraite n'a rien à voir avec la pension de vieillesse anticipée. Pré-retraite, c'est une retraite qu'on a mis en place pour la prévention du chômage. C'est une pré-retraite qu'on a mis en place pour éviter que les gens se retrouvent dans le chômage, respectivement, qu'ils soient dans une situation, parce que l'entreprise financièrement, pour ceux qui sont plus anciens, ils se rappellent du temps de l'ARBED. L'ARBED, on avait la pré-retraite ajustement. Donc, à 57 ans, même s'ils n'avaient pas les conditions que j'ai dit avant, on les envoyait à condition que 3 années après, ils avaient les conditions pour entrer en pension de vieillesse anticipée. Entre-temps, la pré-retraite solidarité, vous l'oubliez dans le futur, sauf où il y a encore une convention collective qui le prévoit. Ajustement, c'est quand l'entreprise va très mal financièrement à base de négociations que nous on fait, on met la pré-retraite d'ajustement. Et après, une qui est seulement, celle-là est vraiment le droit pour le salarié, c'est-à-dire pour les gens qui ont fait 20 années tournée, mais avec la tournée de nuit dedans. Ils doivent avoir 20 années de la tournée de nuit dedans et ils auront droit à une pré-retraite. Et encore une fois, c'est le salarié qui décide, ce n'est pas l'employeur. Le salarié, il veut voir s'il a les conditions, ben, il demande sa pré-retraite postée, il a le droit. Et après, il y a encore la dernière pré-retraite qui est la pré-retraite progressive. La pré-retraite progressive, c'est tout simple. Je décide avant de rentrer en pension de vieillesse anticipée 3 ans avant, mais je vais réduire mon temps de travail. Je peux le réduire entre 60 et 40%, mon temps de travail, et le fonds de l'emploi continue à me payer la différence et le reste est payé par l'employeur vu que j'ai été travailler. Ce qui a l'avantage, pendant les 3 années, je continue à cotiser pour ma pension. Donc, de ce fait, la pré-retraite n'a rien à voir avec les pensions. C'est une mesure qui est au niveau du Code du travail qui donne la possibilité aux gens, peut-être 3 années avant, de rentrer en pré-retraite. Et après les 3 années, ils auront seulement le droit à la pension de vieillesse anticipée. Tu continues? Voilà, conditions d'attribution pour les pensions d'invalidité au Luxembourg, c'est ça. Âgé de moins de 65 ans, normal. Il faut, et ça c'est une des conditions très importantes, surtout des gens qui se sont divorcés respectivement, où le mari ou la femme décide de faire la buona à travers tout le monde et après, ben, elle n'a pas cotisé ni rien, que ce soit en Italie, que ce soit dans un autre pays, n'a jamais cotisé, ben, elle va avoir un gros problème. La personne qui va survivre, mais elle n'aura pas droit à une pension de survie due au fait parce que la personne n'a pas cotisé au moins une année pendant la période de référence de 3 années. C'est-à-dire au moment s'ils décèdent, ils vont aller en arrière 3 années. Là, il faut une année d'affiliation. Même condition pour la pension d'invalidité. Je dois avoir cotisé une année sur une période de référence de 3 années rétroactives pour avoir droit à une pension d'invalidité. Une des conditions, et c'est la condition primordiale pour avoir droit à une pension d'invalidité, c'est celle que j'ai perdu mes capacités de travail au niveau de ma profession que j'ai fait jusqu'à ce moment-là, ou respectivement, je ne peux pas faire une autre occupation qui correspond à mes forces et aptitudes. Je ne vais pas rentrer dans la problématique qui est actuellement, pour ceux qui suivent un peu la presse, et si on suivi par exemple la médiatrice du Luxembourg qui a en outre attaqué ça, parce qu'on a affaire à des contrôles médicaux qui, eux, disent oui, vous êtes apte au travail, mais ils ne connaissent pas le boulot de la personne. On les envoie chez le médecin du travail. Le médecin du travail, non, vous ne pouvez pas faire ça. Et très souvent, les gens se retrouvent dans un trou social qui est illogique. Tu continues. Conditions, donc,
pour l'attribution de la pension de survie, vous voyez qu'il faut une année de période d'assurance obligatoire, continuée ou facultatif pendant les 3 années précédant le décès. Donc, la même condition qu'au niveau de la pension d'invalidité. Cela ne compte pas si c'est dû à un accident de travail. Tu continues? Voilà. Ça, c'est le morceau que j'aime le plus quand je dois parler devant les gens. Parce que souvent, on dit oui, maintenant je rentre en pension, j'ai 65 ans, j'ai plus de femme. Là, je vais me marier avec une toute jeune, just for fun, why not? Et ben, la loi luxembourgeoise était assez intelligente dans cette histoire-là. Donc, il a décidé, pour avoir droit à une pension de survie, il faut être minimum, avant le décès, une année, il faut être marié, respectivement, à un PAX. Si on n'a pas fait de PAX, ben on n'a pas droit, soit où on se marie et on a droit à la pension de survie de la personne. Et lorsque le mariage a été contracté avec un titulaire de pension, donc si je me marie avec quelqu'un qui est en pension, ça c'est pour éviter, ça c'est pour les hommes, je ne sais pas combien d'hommes nous écoutent, parce que les hommes, ils ont toujours la tendance de se marier avec les Thaïlandaises, avec d'autres beaucoup plus jeunes, 20 années de différence. Tu continues, sauf si... encore. Voilà. Sauf si une des conditions est remplie. Si le décès de la personne ou la mise à la retraite est à la suite directe d'un accident survenu après le mariage, ça doit être déjà un accident. S'il existe lors du décès un enfant qui a été conçu pendant le mariage, ou si la différence d'âge entre les deux n'est pas plus que 15 ans. Donc, messieurs qui allaient en Thaïlande, etc., parfois vous mariez avec des toutes jeunes, faites gaffe que le mariage n'ait pas de différence de 15 ans entre les deux. Et s'il a le mariage de 15 ans entre les deux, ben, donnez-vous une garantie par le médecin que vous allez encore vivre 10 ans en plus. Donc, conclusion de cette histoire-là, c'est très simple. Soit vous faites de telle façon qu'il y aura un enfant qui est né, soit vous demandez à votre médecin une garantie pour les 10 ans que vous allez encore vivre. Sinon, ça ne vaut pas peine de se marier avec quelqu'un où la différence d'âge est de 15 ans si j'ai déjà droit à la pension. Tu continues? Continue. Pension d'orphelin. Donc, dû au fait que le père, mère est décédé, l'orphelin au Luxembourg a droit à une pension de survie jusqu'à l'âge de 18 ans, mais s'il étudie, s'il va en université, etc., il a droit à une pension de survie jusqu'à 27 ans. Tu continues? Bon, ça c'est le plan de résistance que moi je ne vais pas vous casser trop la tête là-dessus. Ça c'est la façon de calculer. Moi j'appelle ça toujours, si vous faites... à Marseille, on fait ça, la bouillabaisse, il te faut divers ingrédients pour pouvoir faire un calcul. Donc, au début, il faut avoir le total des périodes d'assurance, c'est-à-dire toutes les années que vous avez cotisées au Luxembourg. Donc, ça, c'est le calcul de la pension au Luxembourg. Donc, on prend seulement les années qui sont cotisées au Luxembourg. Mes amis portugais disent, oh, mais moi, je demande au Portugal pour transmettre les cotisations au Luxembourg et après, c'est le Luxembourg qui paye d'après le système luxembourgeois. Non, faux. Luxembourg prend seulement en considération les totales des périodes d'assurance qui ont été payées au Luxembourg. Donc, toutes ces périodes-là, j'ai besoin pour pouvoir calculer une pension. Deuxièmement, j'ai besoin du total des revenus cotisables. Donc, sur les 40 années, c'est vous relevez que vous avez reçu il y a 3-4 semaines, si je ne me trompe pas, vous avez reçu à la maison des relevés où il y a toute votre carrière dessus, sur toutes les années que vous avez cotisé, il y a invoqué vos revenus cotisants. Faites-moi une faveur, vérifiez-les. Parfois, il y a quand même des erreurs là-dessus. Et un autre ingrédient que j'ai besoin pour faire ma bouillabaisse, c'est de mettre en place le montant de référence fixé par loi qu'actuellement, il est au niveau du salaire social minimum. Tu continues? Voilà. Et donc, pour continuer mon calcul à base de ce que je viens de dire, je dois établir les majorations proportionnelles
Je vais vous expliquer ce que c'est, les majorations forfaitaires. Les spéciales, très simplement dit, c'est très simple. Le GBL en 91 a revendiqué en disant qu'il faut trouver une solution pour les jeunes. Surtout les jeunes qui ont la mauvaise chance, ils roulent avec la voiture, ils ont un accident où ils restent paralysés ou n'importe quoi, qu'ils ne peuvent plus travailler. Et donc, le GBL, dans le temps, il disait, mais ce n'est pas possible que ces jeunes ils reçoivent une pension d'invalidité de 50 ou 100 euros dans le temps. Et donc, on a mis en place un système qui est celui-là, qu'on prend la moyenne des 5 meilleures années qu'ils ont cotisées et on calcule comme s'il aurait travaillé jusqu'à 55 ans au Luxembourg. Donc, la pension, c'est pour ça que, par exemple, quand vous recevez vos relevés, jusqu'à 55 ans, ils ne vous invoquent pas le montant de l'estimation de votre pension par mois. Ils n'écrivent pas dessus. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient ras-le-bol que tous les gens ils téléphonaient, ils recevaient un relevé une année, l'année après, ils recevaient le relevé, il était toujours au même niveau. Les gens disaient, mais merde, c'est quoi ce truc-là? Moi, j'ai payé une année en plus, donc j'ai droit à plus de pension. Et donc, de ce fait, ils l'ont pu invoquer, mais à partir de 55 ans, tout le monde qui a plus que 55 ans, quand il reçoit son relevé, ben, il aura droit à une estimation de pension dans une des phrases qui ont dessus. Après, vous avez le complément de pension minima. Le complément de pension minima, c'est pour aider les gens qui, pendant toute leur carrière, ont touché le salaire social minimum. Tu peux tourner? Voilà. Pour calculer la majoration professionnelle, qui est la partie la plus importante, en clair, on prend, ne vous en faites pas si vous ne le comprenez pas trop, mais vous pouvez me poser des questions. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas sortir de cette visioconférence comme des professionnels pour calculer la pension. Moi, je peux vous dire, j'ai eu besoin de presque 6 mois avant de vraiment maîtriser ce calcul-là. Donc, le taux de majoration, il était 1,85%. Actuellement, il est à 1,8%. Ça, c'est la réforme des pensions en 2012. En Italie, vous avez augmenté l'âge. Dans d'autres pays, ils ont aussi augmenté l'âge. Nous, on n'a pas augmenté l'âge. Mais le Mars de Bartholomé, il dit toujours, oui, mais moi, j'ai évité tout ça. Oui, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que les jeunes futurs, en 2050, ils auront 15% moins de pension qu'aujourd'hui. Et ça, c'est l'effet de ce chiffre-là. C'est l'effet de ce chiffre 1,85% qui va réduire à 1,8%. Et après, je vais vous montrer très vite un peu de tableau où vous voyez où ça va arriver. Mais je peux, plus longtemps que je travaille, je peux l'inciter à augmenter au maximum de 2,05%. Vous allez me dire, c'est toutes ces peanuts qu'il nous raconte. Non, vous trompez. Ce montant-là, il est multiplié par rapport aux sommes de revenus. Oubliez maintenant, indexant base 1984, vous oubliez ça, mais il est multiplié par rapport à vos revenus que vous avez touchés pendant les 40 années. Donc, même à la deuxième position derrière la virgule, ben, ça a des effets quand même sur votre calcul de pension. Donc, ça, c'est la partie la plus importante qui après est multiplié fois l'index, fois le facteur d'ajustement, l'adaptation par rapport à l'évolution du salaire, divisé par 12. Et donc là, vous aurez le plus gros montant. Tu continues? Voilà. Je vous économise ça. Sinon, ça va devenir du charabia pour vous. Tu continues? Ce n'est pas du chinois, ça. Ça a à voir avec la phrase avant. C'est très simple. À partir de 55 ans, avec minimum 38 années de service, chaque fois mon 1,8 ou 1,7 que j'avais dit avant, il augmente de 0,025. Il augmente, vous allez me dire, 0,025. Ce n'est pas beaucoup, non, vous trompez, fois 40 années de carrière, n'oubliez toujours pas. Et donc, ça amuse et ça augmente votre pension par année que vous cotisez en plus à partir de 55 ans quand vous aurez 38 années de service. Tu continues. Voilà. Deuxième facteur de la pension qui est le plus petit, ce que nous, on appelle au Luxembourg la pension minima. Pension minima, on prend 24% qui est fixé par la loi avant le 1er janvier, dû à la réforme et dû au sacrifice de l'EGBL qu'on a longtemps battu. Donc, ces 24%, ils vont augmenter jusqu'à 2052 à 26%. Donc, vous voyez maintenant, aux situations du 1er janvier 2021, ben, il n'est plus à 24%, il est à 24,0
63 fois le montant de référence fois les années que vous avez cotisées divisé par 40, mais maximum 40 toujours. C'est-à-dire, vous avez seulement cotisé 20 années au Luxembourg, ça sera 20 divisé par 40. Si vous avez cotisé 42 années au Luxembourg, ça sera quand même 40 divisé par 40 égale 1 fois l'index fois le facteur d'ajustement divisé par 2. Tu continues? Voilà, grande invention de Marc Di Bartolomeo en 2012. Il a effectué un tableau et vous voyez les majorations forfaitaires, c'était ce que je vous parlais avant. Donc, avant 2013, ils étaient à 23,5% et ils vont augmenter à 2052 à 26%. Donc, c'est la pension minimale. Après, vous avez la majoration proportionnelle. Donc, premier taux, ce que vous avez vu avant, 1,85 qui va augmenter à non, qui va descendre. C'est là où on va perdre de l'argent à 1,6%. Vous dites, oui, bah, c'est 0,25. Ah oui, les 0,25 correspondent entre 10 à 15% de votre pension d'aujourd'hui par rapport à 2052. En plus, le seuil de 83. Seuil 83, c'est 55 ans plus 38 années de service. Et vous additionnez les deux, vous arrivez à 93, mais il va être changé jusqu'à 2052 à 100. C'est là où on va augmenter, en fait, les gens qui travaillent plus longtemps. En sorte, c'est un incitatif pour que les gens ils continuent à travailler beaucoup plus long. Et vous voyez qu'en 2013, l'incitatif il était à 0,01 et il va augmenter à 0,025. On va dire, oui, c'est deuxième position. Attendez, ça à calculer dans les pensions, c'est ce que j'ai évité aujourd'hui. Je ne voulais pas vous mettre des calculs complets là-dedans, mais ça peut avoir des effets puis qu'on prend toute la carrière. Tu continues? Voilà, pension de survie, on prend la pension de votre mari, de votre femme, la pauvre, elle décède, ben, vous avez droit, on prend les majorations proportionnelles, donc tous les calculs que vous aviez vus avant, de là, elle a droit à 75%, la majoration forfaitaire, donc la pension minimale, on met en compte 100%, moi je dis autrement, divisé par 4, multiplié par 3, et vous aurez un pufomètre qui est plus bas que la réalité, parce que souvent, pour calculer ça, il faut connaître les calculs avant. Continue. Pension de survie de l'orphelin, comme vous voyez, il a droit à 25% de la majoration proportionnelle. Donc, la plus importante calcul dans la pension d'une personne, plus la majoration forfaitaire. Les autres, je vous économise à 33%. Donc, moi, je dis toujours aux gens, c'est plus simple, prenez le calcul à 26% à peu près de la pension du papa ou de la maman qui est décédée et vous êtes approximativement au chiffre réel. Tu continues? Allocation de fin d'année. Donc, ce que j'ai dit avant, le 13e mois, il y a des représentants des employeurs qui disent que les pensionnés, ils ont un 13e mois. Mais c'est très simple. Et c'est l'unique allocation qu'on ne fait pas différence. Si vous avez gagné 10 fois le salaire social minimum, nous seulement une fois le salaire social minimum. Donc, on prend en considération 1,67 €, indexant base 1984, vous économisez ça, fois les nombres d'années que vous avez cotisé obligatoirement, complémentaire et volontaire, vous voyez que là, on regarde encore nouveau tout, divisé par 40. Donc, mais max 40. Donc, si vous avez cotisé 40 cette année, ben, ça sera quand même 40 divisé par 40, ça fera 1. Si vous avez 37 années seulement cotisé, c'est 37 divisé par 40, donc ça fera 0, quelque chose derrière, fois l'index, fois l'ajustement. Donc, une personne qui a minimum cotisé 40 années au Luxembourg, ben, il a droit actuellement par année à 815,24 € par année, donc qui arrive approximativement dans la région de Noël pour venir les pensionner à l'aide. Tu continues? Voilà. Et après, il y a les dispositions anti-cumul. Il faut savoir, même si je suis marié, mon épouse, elle décède. J'ai droit à une pension de survie,
mais il y a des dispositions anti-cumul. Je dépasse un certain plafond avec la pension de survie plus ma propre pension, ben, ils vont couper sur la pension. Tu peux peut-être montrer assez vite, comme ça, on peut permettre aux gens de donner la parole et de me poser les questions. Ah, voilà. Je ne suis pas rentré dans les détails. Je sais pourquoi, parce que là, ça commence à devenir assez compliqué. Ben, déjà, le calcul est compliqué. Donc, la pension de survie avec une pension personnelle, ben, tout ce qui dépasse, si je ne me trompe pas, 33%, ben, c'est après retiré sur la pension de survie. Si la pension de survie, après, il reste à zéro, ben, vous n'aurez pas droit à la pension de survie, vous toucherez seulement votre pension de vieillesse. Même chose, pension d'invalidité ou de vieillesse avec un salaire. Pension d'invalidité, c'est simple. Et retenez-vous ça très simplement. J'ai vu des questions, comment ont été transmises, mais c'est simple. La pension, j'ai une pension de vieillesse, ben, j'ai droit à travailler ou gagner un salaire qui correspond à la moyenne des 5 meilleures années. Donc, je prends d'abord les 5 meilleures années de ma carrière et je prends ma pension de vieillesse anticipée. Et donc, je peux aller travailler le delta entre les deux. C'est-à-dire, normalement, ma pension est beaucoup plus basse par rapport à la moyenne des 5 meilleures années. Et donc, la différence entre ma pension et la moyenne, cette différence-là, je peux la travailler si j'ai droit à une pension de vieillesse anticipée. Donc, entre 57 ans et 65 ans. La pension d'invalidité, max, ce que vous pouvez travailler, c'est un tiers du SMIC, pas plus. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Attention aux indépendants, aussi eux avec une pension de vieillesse anticipée, c'est un tiers du SMIC pour les indépendants. Attention. Pour les salariés, c'est la différence que j'ai dit avant. Pour les indépendants, c'est toujours un tiers. Et après, vous avez également la pension de survie que j'ai expliqué avant en concours avec des revenus personnels. Voilà. Continuez. Voilà. Je suis